La Tête dans les nuances vous propose sa série Tête à tête. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de découvrir un peu plus la personnalité, l'expertise et le terrain de jeu des invités que j'accueille. Aujourd'hui, dans la série Tête à tête, je vous propose d'entrer dans l'univers de Madame Josiane Hébert, membre fondatrice du groupe Galant, tu perds ton temps. Bienvenue à cette rencontre. Bienvenue à cette autre rencontre que vous propose la série Tête à tête. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir une personnalité absolument fascinante et j'ai nommé Josiane Hébert. On la rejoint à l'instant. Josiane, bonjour. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, ça fait vraiment plaisir. Le plaisir est vraiment partagé et on va apprendre à mieux se connaître dans les 30 prochaines minutes, mais on est déjà convenu qu'on allait passer au-dessus, comme quoi la rencontre préparatoire à l'émission s'est vraiment fortement bien déroulée. Alors, je plonge tout de suite. Évidemment, les gens te reconnaissent probablement. Peut-être avaient une hésitation sur le nom. Ils me disaient, je l'ai vu probablement avec le groupe Galant, tu perds ton temps. Sinon, peut-être avec Pierre Lapointe au moment où vous étiez pianiste ou claviériste, ou voir les deux. Et avec d'autres collaborations, parfois plutôt à l'arrière-plan, mais avec Galant, tu perds ton temps vraiment de plein pied. Mais la musique, ça entre comment dans votre vie? C'est un environnement familial? C'est le milieu scolaire? C'est une rencontre avec un artiste marquant? L'élément vraiment déclencheur, là, c'est j'avais 6 ans et j'avais vu le film Amadeus. Et là, on l'avait enregistré. Il avait passé à la télé, puis on l'avait enregistré. Sur un VHS, j'imagine. Oui, et là, à l'époque. Je l'écoutais, mais combien d'enfants de 5-6 ans disent que c'est mon film préféré? Puis là, j'invitais des amis à la maison pour regarder le film en question et ils trouvaient ça vraiment plat. Comment se faire des amis? Mais oui, c'est ça. Puis, mais c'était surtout au début du film, là, quand Mozart est jeune, puis qu'il joue des petits airs. Puis on avait un piano à la maison. Bandés, oui, c'est ça. Oui. Puis on avait un piano à la maison parce que ma grande sœur, qui a 6 ans de plus que moi, voulait suivre des cours. Fait que mon gros trip, c'était d'essayer de jouer pareil, de repiquer les pièces. Fait que là, avance-recul avec la cassette VHS, puis j'essayais. Wow. Puis là, à un moment donné, j'ai dit à mes parents, même moi aussi, vu que ma sœur suit des cours, moi aussi, je veux suivre des cours de piano. Donc, l'élément déclencheur de la musique et d'avoir envie de jouer d'un instrument vient vraiment de là. Pour ce qui est de la chanson, puis de tout le pan folklore, musique traditionnelle on dans va y ma arriver vie, tout de suite, mais au moment des études en piano, c'est vraiment une formation classique, donc à ce moment-là. Oui. Donc, j'ai étudié en musique classique. Je ne suis pas allée au conservatoire. Par contre, c'est ça, j'ai suivi des cours privés jusqu'à la fin du secondaire. Puis ensuite de ça, je suis rentrée à l'école de musique Vincent d'Indy à Montréal, où j'ai complété mon DEC. Par la suite, j'ai fait 1 an et demi d'université et il est arrivé un point tournant justement en grande partie à cause de mon amour du folklore qui m'a fait changer d'idée pour l'université, de ce qu'on y enseignait, de la façon dont on abordait ce thème-là de la musique traditionnelle, comment on percevait ça à l'université. Puis j'ai complètement décroché, et cet amour malheureusement. pour le folklore et la musique traditionnelle, il arrive quand? Bien, il arrive dès ma naissance parce que ma grand-mère chantait les chansons traditionnelles vraiment beaucoup. Puis elle s'est mariée à 36 ans, donc elle est née en 1910, donc elle était quand même âgée, ma grand-mère. Puis donc, elle est restée chez ses parents pendant très longtemps avant de se marier. Et elle, le soir, ce qu'elle faisait, c'est que dans un cahier, elle écrivait toutes les paroles des chansons que son père, son grand-père chantaient. Donc, elle a toujours chanté ces chansons-là. Ça a bercé mon enfance. Fait que les parties de famille, ça chantait vraiment beaucoup. Donc, cet amour-là de la musique, c'est dès le départ. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte à quel point cette musique-là était précieuse. Puis que c'est ça que c'était une grande richesse. Je vous ai entendu dire, je dis vous, tu, je vais finir par me placer. Je t'ai entendu dire dans la réponse 2 mots, folklore et musique traditionnelle. Est-ce qu'on doit utiliser ça comme des synonymes ou on parle de 2 réalités différentes? Non, c'est la même chose. C'est la même chose? Mais le folklore, le mot folklore, c'est qu'à un moment donné, ce mot-là est malheureusement devenu péjoratif et je ne sais pas, comme si c'était... C'est comme quand on dit pittoresque ou... traditionnel, ça faisait comme revamper la musique folklorique. C'était comme un peu mal vu d'utiliser ce mot-là. Nous, on s'est un peu donné
je dirais pas la mission, mais on a essayé de ramener ce mot-là parce que ça vient de folk qui veut dire peuple, ça vient de l'art qui veut dire science. Le folklore, c'est la science d'un peuple. Donc, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Pas trop. Le folklore englobe toutes les traditions, donc que ce soit de faire les ceintures fléchées, que ce soit des jeux de cartes, des recettes de cuisine, tout ça fait partie de la mémoire collective, de notre folklore. C'est ça qui nous définit en tant que peuple. Donc, ça appartient à tout le monde. Et au moment où se fait ce virage à l'université entre la formation classique dans laquelle vous aviez toujours été et, je dirais, la majeure que vous allez... la majeure... la tonalité, ou peu importe, là, mais que vous allez accorder à la musique traditionnelle. Est-ce que c'est déjà par le biais de Galant, tu perds ton temps, ou c'est vraiment juste une inspiration personnelle? Oui, mais ce qui est arrivé, en fait, qui m'a fait un peu abandonner la musique classique, c'est que, premièrement, en tant que pianiste, là, si tu n'as pas gagné le concours du Canada à 16-17 ans, là, ta carrière en tant que soliste de piano classique est quasi impossible. Après ça, de l'ouvrage, si tu veux pas enseigner, parce que moi, c'était pas mon objectif, là, je suis pas une super bonne pédagogue. Donc, mon objectif n'était pas d'enseigner, je voulais jouer de la musique. Donc là, pour ce qui est de la musique classique en général, bien là, finalement, ce milieu-là était quasi inatteignable, mais je m'en suis désintéressée beaucoup aussi avec le temps. Puis c'est quand je suis arrivée dans le cours de Histoire de la musique au Québec où on a dit, bon, ben alors là, on va commencer en 1920 parce qu'avant, il n'y avait rien. Puis là, j'ai fait, est-ce que je suis vraiment à l'université? Puis j'entends dire ça, alors qu'on me vante les mérites de Bartók qui s'inspirait des danses traditionnelles hongroises, puis que, bon, ça, c'était sérieux, mais au Québec, c'est pas sérieux. Donc là, c'est de voir comment les gens ici ne sont pas si au courant des traditions, de qu'est-ce qui a pu arriver, puis mais pourquoi dénigrer sa propre culture, tu sais? C'est là que j'ai fait comme, OK, non, moi, je pense que si je veux savoir des choses, puis faire évoluer ça en moi, puis montrer aux gens comme c'est agréable, puis que ça fait partie de notre culture, bien, je pense que je vais changer mon fusil d'épaule puis apprendre ça par moi-même, donc faire mes propres recherches, aller voir les personnes âgées, faire de la collecte de chansons, d'histoires traditionnelles, fouiller dans les recueils qui avaient été publiés. Donc, c'est là que tout a déboulé ensuite. Fait que Galant, tu perds ton temps est arrivé après. Puis entre les deux, c'est vraiment... Au même moment, je dirais, là, au début de l'université, j'avais... Bien, déjà que j'avais joué comme dans des groupes de pop puis de covers quand j'étais au secondaire, puis ça avait un peu continué après. Fait que j'avais quand même un intérêt pour la musique populaire. J'écrivais mes chansons aussi. Puis là, il est arrivé le Festival de la chanson de Granby en 2001 ou 2000, en tout cas, où j'ai rencontré le fameux gagnant de cette année-là, Pierre Lapointe. Et puis c'est là que, bon, à l'âge de 21 ans, j'ai commencé à jouer avec lui. Donc là, il y a tout le côté musique populaire aussi qui a embarqué un peu au même moment, là. Galant, tu perds ton temps est arrivé en 2003. Mais c'est ça. Donc le fait de faire une incursion du côté de la musique populaire vous a jamais fait renier le courant que vous aviez pris pour la musique traditionnelle. Non. Et comment on fait ça de la recherche en musique traditionnelle? Parce que, évidemment, j'aime bien l'exemple du carnet de votre grand-mère où tout est écrit. Mais elle n'avait probablement pas écrit la musique, il n'y avait que les textes. Oui, exactement. Alors, il faut bien retrouver les mélodies d'époque. Toute cette tradition orale d'une certaine époque, ça s'est perdu. Il y a, semble-t-il, quelques bibliothèques intéressantes à l'Université Laval, m'ont-on dit. Oui, les archives de folklore. Est-ce que c'est là qu'on commence? Bien, ça dépend quelles ressources qu'on a autour de nous aussi. Comme là, le fameux cahier de ma grand-mère, bien moi, quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu le réflexe d'aller la voir et d'enregistrer les mélodies. Mais n'étant pas une ethnologue, puis sachant pas trop comment m'y prendre, j'ai enregistré juste des petits bouts. Donc, j'avais la mélodie, OK, j'étais contente, mais j'ai regretté beaucoup de ne pas lui avoir demandé de chanter toutes les chansons au complet, tu sais. Fait que ça a été un début là, en collectage. Mais que ce soit de la famille, des amis, des gens autour de nous qui chantent, ça, c'est une façon là, de chercher des chansons et ou des airs. Sinon, bien, c'est ça, il y a les recueils de chansons, mais là, on n'a pas l'original, on n'a pas l'audio des gens qui ont chanté, puis c'est des transcriptions, donc c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant d'entendre les personnes en question chanter. Et c'est là qu'on peut se rendre
aux archives de folklore à l'Université Laval, où là, il y a des tonnes de collections, des bobines, des rouleaux de cire. Là, ça a été numérisé récemment, je crois, mais je pense que c'est sur CD, là, encore. Fait que là, tu sais, c'est sûr que c'est pas très subventionné non plus, donc de mettre tout ça à jour... C'est quelque chose, mais c'est une caverne d'Ali Baba. C'est tout, c'est classé par sujet. Fait que là, on peut retrouver, c'est ça, des faits de folklore, des comptines, plein de choses qu'on peut aller écouter là. Et est-ce que le cahier de votre grand-mère est maintenant annoté d'une transcription musicale? Pas au complet parce que j'ai pas. J'y arriverai jamais. Je vais mourir avant de savoir toutes les mélodies. Parce qu'il y avait certaines chansons dont elle ne se souvenait plus de la mélodie. Elle était quand même rendue à 90 ans quand j'étais allée l'enregistrer. Donc, il y a certaines chansons que oui, j'ai écrit la mélodie dans un cahier que j'ai fait. Donc, j'ai tout transcrit les paroles et les mélodies. Mais c'est ça, je ne passerai jamais à travers tout ça. Puis, j'étais allée voir certaines personnes avec le cahier en disant « Est-ce que vous connaissez cette chanson-là? » J'ai retrouvé quelques airs, mais encore là, je ne peux pas avoir la certitude que c'est comme ça qu'elle la chantait. Il y a souvent des variantes régionales. C'est ça. Fait que oui, ça, c'est un travail de toute une vie sans fin. D'ailleurs, en faisant la recherche sur toi, que je connaissais peu avant, sinon de par ta participation à Galant, tu perds ton temps, je suis tombé sur une archive YouTube où tu chantes et tu joues une chanson de la Bolduc que je ne connaissais pas, qui s'appelle « L'Éclipse ». C'était un beau concours de circonstances parce qu'on vient de le vivre à quelques semaines près. Hein. Et je fais « Ça, tu trouves ça comment? » J'ai jamais trouvé cette chanson-là sur un disque ou bien de la Bolduc ou bien une reprise par quelqu'un. La seule fois que j'ai entendu, c'est toi. C'est une chanson inédite de Mme Bolduc, mais il y a un ouvrage qui a été écrit sur elle par une dame qui s'appelle Lina Remond. Et elle a répertorié toutes les chansons de la Bolduc. Elle a même transcrit les mélodies. Et il y a une section dans ce livre-là où est-ce que c'est les chansons inédites de la Bolduc. Donc, elle a probablement eu accès à des documents. Mais cette chanson-là n'avait pas été endisquée. Puis le matin de l'éclipse, je me suis dit, « As-tu vu l'éclipse et puis l'éclipse? » Il me semble que j'ai déjà lu ça quelque part. Puis là, j'ai eu le flash que c'était dans le fameux livre sur la Bolduc. Donc, je suis allée voir, puis je me suis dit, il y a la mélodie. Fait que je me suis installée au piano, puis j'ai dit, je vais la jouer pour le fun parce que c'était la journée de l'éclipse. Finalement, on a fait, mais là, pendant l'éclipse, on va filmer ça serait génial. Fait que c'est ça a donné comme ça. Et il y a des gens qui la trouvent, donc si ça vous intéresse de l'entendre, c'est disponible sur YouTube. Vous allez trouver ça assez facilement. Et quand je regarde maintenant votre participation au sein de Galant, tu perds ton temps, bien sûr, vous êtes une des 5 chanteuses. Il y a aussi le percussionniste qui vous suit partout, mais c'est d'abord et avant tout un groupe féminin. Oui. Mais une de vos responsabilités ou une de vos compétences que le groupe utilise, c'est celle de l'écriture. Vous signez la plupart des arrangements, sinon tous les arrangements? Oui, ça commence. Au début du groupe, on travaillait en gang, mais on était jeunes, on avait le temps aussi d'être ensemble puis de construire les chansons. Mais là, à un moment donné, ça peut stagner aussi. Puis moi, j'avais beaucoup d'idées de mon côté. Fait que là, je me suis mis à faire des arrangements toute seule de mon côté et de les proposer au groupe. Puis là, de fil en aiguille, je suis vraiment devenue plus l'arrangeuse principale Parce qu'on voit évoluer le son du groupe aussi à travers les albums. Ouais. Je dirais le dernier qui Nous irons danser, oui. si je ne fais pas erreur, où les arrangements paraissent simples, mais se sont nettement complexifiés. On ne parle plus d'un échange de mélodies d'une interprète à l'autre, mais véritablement d'un continuum. Là. On ne perd jamais la mélodie, mais tout le monde est toujours présent, ou presque. Exact. On a voulu aussi sortir un peu de la chanson à répondre, où est-ce qu'il y a une fille qui fait la voix principale et les autres qui répondent puis font des harmonies. Donc, là, c'est ça. J'ai essayé de créer vraiment comme un bloc de voix où est-ce que tout le monde est là du début à la fin. C'est plus difficile aussi à exécuter pour la concentration, mais c'est le fun, justement, de toujours évoluer parce que ça reste quand même assez fermé. Là. Il y a des grosses balises là, quand on dit « OK, on est a cappella » et on reste a cappella et on reste dans le répertoire de folklore féminin. Donc là, c'est quand même un terrain de jeu assez restreint.
Là, c'est d'essayer de trouver des idées pour faire évoluer ça. Là, vous venez de m'ouvrir une porte parce que j'avais jamais justement une question. On ne peut pas voir un groupe de 5 chanteuses sans aborder la question féministe. Mais là, vous me parlez d'un répertoire folklorique féminin. Parce qu'effectivement, quand on regarde le folklore ou la musique traditionnelle, c'est souvent fait par des groupes où les gars sont en majorité. Et vous autres, vous vous démarquez du lot de façon assez exceptionnelle. Mais là, vous êtes en train de me dire qu'il y a vraiment un folklore féminin. Bien, il y a des chansons à caractère féminin. Donc là, nous, notre but, ça a été de se réapproprier ces chansons-là. Parce qu'il y a des chansons qu'on connaît qui ont été faites par la Bottine Souriante, par plusieurs groupes là, de folklore qu'on connaît. Comme par exemple? On en nomme une que tout le monde peut reconnaître. M'en va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la zigazon, zinzon. C'est une fille qui parle tout le long. C'est elle. Tu sais, la fontaine est profonde, je me suis coulée au fond. Puis là, il y a des cavaliers qui passent pour la tirer du fond. Mais c'est la fille qui parle. Et c'est un gars qui chante ça. Donc, nous, on entendait toutes ces chansons-là qui avaient été interprétées par des hommes. Puis on s'est dit, mais pourquoi on se réapproprierait pas ces chansons-là? Donc, puis là, on a commencé à fouiller dans les archives, justement, puis on a découvert... c'est foisonnant? C'est fou le nombre de chansons. Mais là, les sujets ne sont pas nécessairement les mêmes non plus dans les chansons de femmes puis les chansons d'hommes. Tu sais, il va y avoir beaucoup de chansons de canots, de voyageurs, de boissons au niveau du répertoire masculin. Puis quand on tombe dans les chansons de femmes, il y a beaucoup de chansons de mariage, de femmes malheureuses en ménage. Il y a beaucoup de complaintes, d'histoires un peu plus tristes. On est moins dans le répertoire Hop la vie. Fait que, ouais, c'est fascinant là, de voir... Ce qui est un défi supplémentaire. J'imagine quand on conçoit un spectacle, de dire, bon, nous autres, on a toutes les questions tristes du côté de la vie. Oui, il y a ça aussi. Puis les côtés joyeux, c'est les gars qui les ont. Est-ce qu'on en trouve quand même des chansons féminines il y en a quand même, là, oui. Puis notre prochain disque est un petit peu aussi orienté vers un répertoire un peu plus dansant et un peu plus positif. Déjà, nous irons danser. On ne peut pas nier la fête, là. Mais là, ici, c'était plus... Nous irons danser, c'était vraiment un répertoire féminin qui avait déjà été endisqué par des hommes. Donc, on a demandé la permission à tout un chacun pour dire, on peut-tu faire un réarrangement, une espèce de... C'est ça, un hommage à tous ces hommes-là qui ont chanté parce qu'ils ont perpétué le répertoire féminin malgré tout en le chantant. Donc, c'était un peu ça le but du disque. Le prochain disque, on essaye de s'enligner avec des fins heureuses dans nos histoires. C'est ça, puis quelque chose d'un peu plus... c'est ça, hop, la vie. Parce qu'on a exploré beaucoup le côté complainte. Puis ça nous tient vraiment à cœur aussi parce que c'est pas le répertoire que les gens connaissent nécessairement d'emblée quand on dit chanson traditionnelle. On va surtout penser à de la chanson à répondre, à du violon, à du tapage de pied. Mais j'appelle ça le côté fait divers dans la chanson traditionnelle. Souvent, ça va raconter des histoires qui sont arrivées. Ça remplace un peu les faits divers dans le journal, là. Et c'était pour se rappeler de ces histoires-là. Fait que là, on a des histoires de viol, de meurtre, de catastrophes, Je reviens à votre travail d'arrangeur ou d'écriture, quelques minutes. Quand vous êtes assis à votre table de travail ou au piano, je ne sais pas où est-ce que vous travaillez lorsque vous écrivez. C'est quoi l'idée? Est-ce que c'est d'offrir le plus bel écrin à une mélodie traditionnelle ou bien de revamper un peu le style puis de le rajeunir aussi? On va où? On pense à quoi quand on a dit, OK, cette mélodie-là, je vais l'arranger? Oui, c'est une bonne question, mais on pense à faire quelque chose de bon, surtout. Mais, je vais poser la question autrement. Mais Comment on fait le choix de la chanson au départ? Oui, le choix se fait en groupe, nous. Et c'est d'abord et avant tout les textes qui nous appellent. Ensuite, non, je dis d'abord et avant tout, c'est pas vrai. Il y a le texte, mais il y a aussi des mélodies qui nous accrochent. Si on aime beaucoup le texte d'une chanson traditionnelle, mais que finalement, la mélodie qu'on avait trouvée ne nous intéresse pas, souvent, on va aller fouiller dans d'autres versions. Mais avant de dire qu'on va composer quelque chose, même si on a tout à fait le droit, puisque c'est du domaine public, on n'est pas là-dedans du tout. On va être dans la recherche et on va des fois mélanger des versions de chansons pour dire on prend la mélodie de celle-là, puis on la met sur ce texte-là. Donc, le choix se fait en groupe.
Puis ensuite de ça, je pars avec les chansons. Puis là, c'est là que je vais m'enregistrer ma voix 5 fois. Fait que des fois, je commence d'une façon puis je finis d'une autre. Des fois, j'ai une inspiration en écoutant d'autres musiques. Fait que, le matin que je m'étais levée puis j'écoutais Black Sabbath, bien, ça n'a pas donné la même chose que le matin que j'écoutais Gilles Vigneault. OK. Je pense que ça demande un petit développement, ça. Comment on passe de Black Sabbath ou comment on transforme une inspiration de Black Sabbath en arrangement traditionnel? Bien là, ça va se jouer beaucoup dans les choix d'accords parce que dans le fond, je travaille comme si j'avais... Mon jeu, c'est comme si j'avais 5 notes de piano. Fait que, tu sais, puis moi, j'ai une pensée très verticale, harmonique. Fait que c'est ça, j'entends des accords, je vais trouver les accords que j'ai le goût, puis ensuite de ça, je vais comme transposer ça pour des voix. Fait que là, c'est sûr que si on dit Black Sabbath, ben là, on entend des power chords, on entend c'est-à-dire un accord pas de tierce, puis avec des centres un peu chromatiques ou, tu sais, il y a des couleurs qui vont être là. Ça veut pas dire nécessairement non plus de copier, mais je veux dire, on peut l'amener. Oui, exactement. Mais la chanson existe déjà en soi, fait que la base du traditionnel est là, tu sais. Les influences arrivent après, mais la chanson ne change pas tant que ça, là. OK. Puis à part Black Sabbath, c'est quoi les courants musicaux qui vous inspirent? J'écoute du Schubert autant que je vais écouter, c'est ça. Et je suis tombée sur du gros rock lourd, un groupe qui s'appelle Big Brave, que c'est très lent, pesant. Fait que c'est assez large, là, tout ce que je peux écouter et qui peut m'influencer. Là. Je reviens aux interprétations que vous faites avec Galant, tu perds ton temps. Là, je commence à avoir peine à utiliser le mot interprétation parce qu'on se rapproche vraiment de la composition quand on dépasse l'arrangement très nettement. Mais je me disais, quand on a le souvenir peut-être embelli des soirées d'époque qu'on n'a pas connues, il y avait très peu d'instrumentistes. S'il y avait un violonneux, on était heureux. Mais souvent, on se contentait de podorythmie, de cuillère, les os. C'était vraiment très percussif. Est-ce que l'idée de faire des arrangements pour un groupe et d'interpréter le répertoire traditionnel a cappella, ça vous donne l'impression d'être plus proche de la source? Ou bien c'est juste le véhicule que vous avez choisi parce que le groupe s'est formé un jour autour d'un groupe d'amis? Oui, c'est sûr que le côté a cappella, ça nous ramène un peu à la cuisine, justement, où est-ce qu'il y en a un qui se lève debout puis tout le monde répond. Fait qu'il y a ça qui est très, très rassembleur. Mais c'est ça, l'idée aussi, c'était de ramener les textes à l'avant-plan. Fait que c'est sûr que si on a la guitare, le violon, puis que là, tout le monde danse de même quand il écoute les tunes, c'est pas pareil comme d'avoir vraiment le texte en pleine face. Et c'est ce qui nous a aidé aussi à faire les salles de spectacle parce que là, on abordait vraiment le côté chanson et seulement chanson. Donc là, on sortait un peu du cliché là, qu'on peut avoir souvent, là, de la chanson traditionnelle. Je me souviens pas de la fin de ta question. Là, c'est pas grave, c'était sûr. Est-ce qu'on est plus proche de l'essence de la musique traditionnelle par la musique a cappella, par un groupe a cappella? De la chanson. OK. Parce que là, si on tombe dans les pièces instrumentales, bien là, c'est complètement autre chose. Forcément. Je vous amène sur un tout autre domaine qui est celui de la passation de cette connaissance-là. Déjà, la musique traditionnelle, c'est beaucoup de traditions orales qui se perpétuent. Et j'ai l'impression que vous êtes aussi dans ce courant-là de vouloir passer au suivant. Moi, dans la recherche que j'ai faite sur toi, je suis tombé sur un atelier que tu as donné au Festival Mémoire et Racines, je pense que c'est en 2020 ou 2021, où pendant 35 minutes, tu nous donnes un atelier sur la turlute. Et j'ai été scotché devant mon écran pendant 35 minutes. Je vous invite fortement à trouver ça sur Internet. C'est tout à fait facile. Et puis, outre, je dirais, le vocabulaire qu'il faut se mettre en bouche pour faire une turlute qui sonne comme une turlute, déjà, c'était un bel exercice. J'ai fait tous les exercices en suivant la vidéo. Mais j'ai découvert surtout qu'il y avait là tout un vocabulaire. C'est pas juste des onomatopées inscrits au hasard des notes qui viennent, là. Il y a comme toute une réflexion derrière pour avoir l'élément percussif, avoir l'élément mélodique, savoir quand est-ce qu'on l'utilise, quand est-ce qu'on ne l'utilise pas. J'ai été fasciné. Est-ce que ça,
ça fait partie de tes incontournables que de passer au suivant cette connaissance-là? Ça se fait tout seul, un peu. Tu sais, là, j'avais accepté d'aller faire ça. On était en pleine pandémie. Bon, Josiane, viendrais-tu faire un atelier sur la turlute? J'ai dit oui, mais c'est beaucoup plus dans le quotidien que je vis ça. Fait que le donner au suivant n'est pas nécessairement dans des choses officielles. C'est plus ça que je veux dire. OK, mais il est là. Ça va être avec mes enfants, ça va être avec les amis, ça va être... puis on continue de jouer ces airs-là, puis autant je m'en fais passer des airs par les aînés, par les autres musiciens que je connais, autant je partage aussi. Mais c'est fait comme ça. Il y a rien de moins glamour que le folklore, là. Tout le monde est égal. Puis quand on se retrouve dans des événements de musique traditionnelle, bien, les artistes, il n'y a pas de star system. Les artistes et l'autre monsieur qui joue de l'accordéon chez eux, bien, tout le monde est ensemble, puis tout le monde finit par jouer de la musique ou chanter ensemble quelque part. Fait que c'est la beauté de la chose. Donc, le partage, il se fait de toutes parts, là. C'est un milieu vraiment, vraiment merveilleux parce que tu as les enfants de 2-3 ans qui vont chanter avec les grands-parents, avec les aînés. Bon, je vais essayer de me rapprocher de votre entourage pour pouvoir profiter de tout ça. On a parlé de vos différentes collaborations pendant l'émission. On a beaucoup parlé de Galant, tu perds ton temps. On a parlé de votre travail. Est-ce qu'il reste une place, parce que vous l'aviez dit en tout début d'émission, pour des projets personnels, pour les compositions qui sont signées Josiane? Est-ce que ça, il y a une place pour ça? Il y a une place dans mon cœur. Oui, il y a une place. Il y a la réflexion se poursuit. Là, je dirais qu'en ce moment, c'est très difficile pour moi, dans ma logistique de vie, là, de faire des projets plus personnels. C'est le temps qui manque. C'est ça, le temps et l'argent, des fois, et ma situation familiale actuelle ne me permet pas tant de travailler sur des projets, mais je ne les oublie pas, là. Et c'est très difficile de dire je vais travailler avec un enfant que j'allaite en même temps, là, tu sais, puis qui n'est pas bien plus que 5 minutes quelque part. Fait que là, c'est ça. Mais ça reste là, oui. J'écris encore de temps à autre quand ça m'adonne. J'ai un autre projet aussi en tête par rapport justement à la musique traditionnelle. Donc, c'est ça. Ça continue tout le temps. Je dirais, Josiane Hébert, c'est le bonheur qu'on vous souhaite et surtout le plaisir qu'on se souhaite de pouvoir entendre ce qui est au fond de votre cœur et qui se promène peut-être dans votre tête et qui devrait sortir au bout d'une plume éventuellement. On a vraiment très hâte d'entendre ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci à vous autres. C'était vraiment agréable. Le plaisir était partagé. Merci. Au revoir. Merci.